Bon, maintenant, on a quelques minutes, on a plus une heure pour des questions. Si vous avez des questions à poser, vous vous présentez, s'il vous plaît. Ok, merci. Bonjour à tous. Je suis Djibril Azonsi, agroéconomiste de formation. Je suis également promoteur d'un média qui s'occupe du secteur agricole basé au Bénin, qu'on appelle Le Rural. J'ai un commentaire et puis deux questions à poser à nos panélistes. Alors, en regardant un peu de près la thématique, bon, pour ce qui est de ma contribution, moi, je ne suis pas docteur, je suis juste un agronome et quelqu'un qui est très passionné du secteur agricole. Je pense pour ma part, pour ce qui est de la thématique, bon, après analyse, pour moi, il faudrait que je retiens que c'est de la valorisation du local qui maintiendra, je vais dire, le global, pour ma part. Donc, si je dois résumer un peu tout ce qui a été dit, donc il faudrait valoriser le local pour pouvoir maintenir le global en réalité. Pour ce qui est des questions, je vais directement voir, je crois, Monsieur Leni, je pense, pour sa présentation. Un instant, je regarde rapidement. OK. Alors, Monsieur Leni nous a parlé un peu, je vais dire, de l'incorporation des enzymes et tout le reste. Je vais dire dans ce qui est de l'optimisation. J'ai quelques craintes et peut-être une question à lui poser. Est-ce que tous ces mélanges que vous préconisez en réalité, est-ce que ça n'a pas aussi d'effet du point de vue santé humaine? Je crois que la question aussi retourne un peu à celui qui est juste à côté de vous. C'est vrai, il a parlé l'italien, donc il y a pas mal de mots que je n'ai pas totalement saisis. Est-ce que tout ça n'affecte pas la santé humaine? Parce qu'après tout, c'est aussi, il s'agit de l'homme, de la santé. Donc, voilà un peu la question que je voulais poser. Une fois encore, je me dis, ma contribution, il faudrait que nous préservons, nous valorisons le local pour pouvoir maintenir le global. Merci. Merci, monsieur, pour l'intervention. Donc, quels sont les effets secondaires de, enfin, que ce soit sur l'aviculture, que ce soit sur les ruminants? Merci pour cette question qui est effectivement très intéressante. Il faut savoir que tous les additifs nutritionnels qui sont mis sur le marché, ce sont des additifs nutritionnels qui ont été validés par toutes les autorités, que ce soit européennes ou américaines, avec tous les tests de toxicité et ainsi de suite qui pourraient en induire, et notamment également sur la partie micro-organismes génétiquement modifiés qui souvent produisent ces additifs, mais pour lesquels il n'y a aucun résidu. Pour tous ces acides aminés là ou enzymes sont largement utilisés, ils sont tous évidemment référencés, notamment en Europe où les conditions d'enregistrement sont très drastiques. Donc je vois absolument pas de raison de s'inquiéter sur la toxicité ou les effets potentiels secondaires sur les êtres humains. Voilà. Pour moi, la chose que j'ai oublié de le dire, c'est deux choses. Avec le monde technologique, qui est à basse durée, il y a une diminution démontrée dans les Américains, parce qu'il y a une diminution des végétales, de soya, de effets de serre, de 20 à 30%. Mais ce n'est pas encore démontré. Peut-être il sera de 50%. Parce que les végétales, ils diminuent. Par contre, pour répondre à les collègues là-bas, à les gens collègues, c'est que ce produit, il utilise d'une manière extraordinaire tous les forages pauvres. C'est-à-dire la paille, les forages pas des légumineuses, la paille, si, les produits pailleux, des pailleuses, tout produit comme ça qu'il y a dans tous les déserts. Je ne connais pas le Cameroun, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup. Par exemple, j'ai parlé de coquilles de soya.
tu peux mettre pas la coquette de soya, tu peux mettre des cotons, par exemple. Des cotons, tu peux mélanger avec cette technologie de soya. Tu peux mélanger autre chose. L'important, qu'il peut faire une pâte et tu peux être extraordinaire à la finale. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le faire. Je voulais un peu ajouter à la question, parce qu'il a parlé d'analyse, il a parlé d'effets. Monsieur Ricous, je crois qu'à la CCPA, vous avez parlé un peu de ce point de vue. Oui, alors, et aussi sur toute la partie toxicité, bien sûr, évidemment, comme je vous expliquais au début, nous on appartient des éleveurs et au départ on fait de la recherche-innovation pour nos éleveurs, donc nos actionnaires en France. Donc en fait, ce qu'on amène à l'export, c'est ce qu'on a développé pour la France et donc qui a bien sûr les mêmes compétences. Mais je voulais dire aussi que notre groupe, on est spécialisé dans l'utilisation des phytobiotiques, c'est-à-dire les extraits de plantes. Donc on va faire des recherches dans le monde entier, on a des extraits de plantes qui sont brevetés. Donc on utilise beaucoup de phytobiotiques et d'huiles essentielles en tant qu'alternative aux produits chimiques. Donc forcément, la même chose sur d'autres produits, mais aujourd'hui on n'est pas du tout, on est vraiment dans la naturalité et arriver à des choses beaucoup moins toxiques que celles qu'on avait il y a 20, 30, 40, 50 ans, et tant mieux pour nous-mêmes d'abord qui le mangeons tous les jours en Europe et pour ce qu'on peut apporter dans le monde, y compris en Afrique, parce que nos produits sont utilisés aussi en Afrique. L'objectif, c'est que le consommateur à la fin, on disait bien, le fermier, son objectif, c'est que ses clients soient heureux et soient en bonne santé. Donc notre objectif, c'est vraiment ça. Ensuite, sur la formulation, effectivement, et c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, parce qu'effectivement, ton intervention était intéressante. La formulation, l'intérêt, c'est de voir le meilleur rapport économique aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette la protéine qui va bien au coût qui va bien. Je peux vous dire, on va utiliser une protéine importée ou une protéine locale, mais ça coûterait 3 fois le prix, ça n'a aucun intérêt. L'objectif, et c'est notre objectif en nutrition et en formulation, c'est d'arriver à vous faire avoir, on met les prix de chaque matière première rendue chez l'éleveur, et puis on se dit, voilà, la meilleure formule, c'est celle-là. Mais c'est pas la meilleure formule qui sera du pays d'à côté, ou qui sera celle qu'on aura en Europe ou aux États-Unis, parce que les coûts sont pas les mêmes à l'arrivée. Donc c'est ce qui est important aussi. Juste pour compléter votre remarque, vous parlez de toxicité, mais il faut bien voir que quand on diminue les taux de protéines des aliments, c'est une quantité considérable d'azote en moins dans la nature. Donc, indirectement, je dirais, on contribue aussi même directement à l'amélioration de l'environnement, et l'amélioration de l'environnement va être bien sûr aussi avec l'amélioration des conditions de vie, donc sanitaires. Là où on produit des animaux. Je repasse la question aussi à professeur François, que les universités, qu'est-ce qu'ils font pour contrôler ça? Merci. La question, elle est on ne peut plus importante. Et vous avez la réponse d'une vision européenne. Vous voyez, c'est effectivement d'une vision européenne. La première des choses qu'il faudrait c'est dit, c'est une très bonne chose que de caractériser. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez fait, je ne sais pas si vous avez fait ces recherches au Cameroun, par exemple, où je suis. C'est bon que vous ayez fait en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien que le personnel, les membres de la délégation de Côte d'Ivoire ici disent effectivement, nous avons connaissance de toutes les caractéristiques bromatologiques des ressources locales que nous avons et peut-être la possibilité de formuler à partir de là. Il est très bien, en plus, qu'on puisse capitaliser en faisant des extraits ou alors en utilisant des huiles essentielles et tout, comme vous avez dit. Mais, comme j'ai dit une fois de plus, certainement, toutes les règles qui sont mises en place pour pouvoir valider le produit ici, c'est qu'il regarde un certain nombre de niveaux de toxicité. Mais de notre côté, en Afrique, vous aurez produit pour répondre aux problèmes de vos producteurs d'abord. Et puis maintenant, vous pensez à l'Afrique. À un trait, j'avais bien mentionné dans le protocole de Nagoya, c'est que penser effectivement comment est-ce que directement et d'une manière raisonnable les Africains
peuvent capitaliser les résultats de ce que vous avez trouvé sur les ressources locales africaines, et puissent avoir un intérêt, sinon un bénéfice par rapport à cela. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut très bien mettre. La recherche intervient en quoi faisant? Généralement, la première des choses, la responsabilité, nous n'avons même pas le choix. Parce que la première des choses, il faut importer, par exemple au Cameroun, la farine de soja du Sénégal et d'un peu plus. Non pas la farine de poisson. Le soja peut venir jusque du Brésil. Et effectivement, quand on parle de l'effet sur l'environnement, d'abord le coût de production et tout ce qui va, le transport, avant d'arriver, le dédouanement et tout, ce qui fait que non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est pas bon pour la planète. Il faut bien nous aider, effectivement, à valoriser, par exemple, le Nibé, que nous avons un certain nombre de ressources qu'on sait effectivement qui peut avoir des facteurs antinutritionnels, de pouvoir corriger cela pour que nous puissions également produire d'une certaine manière, même si automatiquement on aura toujours besoin de l'Europe, on aura toujours besoin du monde pour appuyer notre production. Donc la recherche y pense très bien. La première étape, c'est que nous allons très souvent auprès des personnes, des éleveurs. Les éleveurs qui, face à ces problèmes de rupture de stock, par exemple, ou d'un certain nombre de problèmes, ont des savoirs locaux qu'ils ont développés à partir des ressources locales. Lorsqu'on les prend, on revient, comme dans un certain nombre de recherches que j'ai présentées, on essaie de les utiliser soit après extraction ou non dans l'alimentation ou pour résoudre un problème de santé ou de production, et puis on les publie. C'est une très bonne chose que de pouvoir maintenant échanger pour savoir quel est le juste milieu pour pouvoir non seulement satisfaire vos différents problèmes, mais également en tenant compte de l'Afrique, comme je vous l'ai déjà dit, a d'abord faim. Merci. Et ça va dans l'agriculture via la sélection variétale de coton, par exemple, qui sont pauvres en gossipol, qui est un facteur toxique du coton. Donc ça remonte jusque dans la partie agriculture. Ça m'a rappelé un peu... Je m'attache à lui. Et La soya, c'est un aliment. Pas seulement pour le poulet, c'est un aliment pour les personnes. Vous exportez la soya, il doit rester aussi pour les personnes. Parce qu'il entre dans les personnes. Mais il y a beaucoup de pastorales, qui vont manger des choses horribles avec petites choses de ça, paf, il peut produire de la viande et de lait. Des questions Madame, ça m'a rappelé, entre temps qu'elle pose la question, ça m'a rappelé un livre écrit par un Libanais qui a écrit « Les croisades vues par les Arabes ». Vous, la production vue par les Africains. Voilà. S'il vous plaît, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Sarah Amina, je viens de la RDC. Oui, je suis chargée de communication dans un projet agricole, Programme national de développement agricole, c'est à l'ouest du Congo, voilà. Et nous avons aussi une partie où on s'occupe de l'élevage. Et bon, c'était juste une préoccupation, mais ça a été un peu répondu, mais je veux quand même rebondir par rapport à ça. Et je voudrais savoir si vous travaillez aussi en réseautage avec les gouvernements de nos pays pour pouvoir amener les apports que vous avez pour les gens sur terrain. Parce que souvent, les éleveurs et les fermiers, ils ne savent pas, par exemple, qu'ils ont toutes ces richesses-là qu'ils peuvent mettre à profit pour pouvoir accroître leur productivité ou bien leur bétail. Et aussi par rapport au réseautage avec les systèmes scientifiques de nos différents pays. Est-ce que c'est possible de pouvoir aussi avoir ces échanges-là avec les gens de la RDC, par exemple, pour qu'on puisse aussi savoir qu'est-ce qui se passe ici chez vous, pour qu'on puisse les appliquer chez nous? Monsieur Loricous, je crois que cette question est plutôt
Alors, sur le réseau avec les institutionnels et les ministères, nous, on va les voir de temps en temps, mais ce n'est pas forcément nos partenaires particuliers. Aujourd'hui, nos interlocuteurs, c'est les distributeurs locaux, qui sont des entreprises privées et qui vont distribuer nos produits et nos technologies. Et on essaye d'évangéliser le maximum de personnes, que ce soit dans les fabricants d'aliments ou dans les éleveurs quand on a accès directement au terrain. Au niveau scientifique, par contre, on a un réseau, notre centre de recherche et d'innovation a un réseau scientifique avec toutes les universités mondiales, que ce soit aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. L'université du Caire est une très grosse université avec laquelle on travaille. Et il y a des universités effectivement africaines aussi qui sont dans ce réseau-là et auprès desquelles on évangélise. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de sommets mondiaux auxquels vous devez participer, j'imagine. Et on y est, et toutes les nationalités y sont, et les universités africaines sont aussi présentes, représentées, apportent leurs recherches, ce qui est important encore une fois. On fait pas que donner des informations, on en prend aussi beaucoup et c'est important. L'échange universitaire est très important et fonctionne plutôt très bien dans la nutrition animale. Donc je vais vous laisser en parler, je pense que c'est vous qui y êtes plus que moi, mais ces moments d'échange-là, que ce soit sur la volaille, sur le ruminant ou sur toutes les espèces animales, fonctionnent plutôt bien. Merci madame. Malheureusement, même au Cameroun, nous avons ce problème. Le chercheur se définit généralement comme celui qui, à partir d'un problème rencontré dans la société, essaie, à travers une méthodologie cohérente scientifique, de répondre à ces problèmes. Le second maillon, c'est que la majorité de chercheurs se disent « on a fait notre part ». On peut publier, mais généralement, plein de chercheurs ne savent pas que les journaux de vulgarisation agricole, les magazines, sont souvent plus impactants que les journaux avec impact factor de 8 et autres. Vous comprenez un peu. Ce qui fait que on a souvent des connaissances qui sont prises d'un côté du pays, qui ont été vérifiées scientifiquement, mais qui ne sont pas mis à la disposition des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est déjà d'un. Et de l'autre côté, maintenant, si on ne fait pas déjà au niveau de nos différents pays, c'est encore plus compliqué de le faire. Mais je pense qu'on devrait penser à un réseau de mise, à une plateforme de partage de compétences, de partage des résultats de la recherche pour mieux adapter notre production à notre contexte. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, c'est la raison pour laquelle nous, on est également là. Faire le réseau avec les Européens, avec ceux qui viennent de partout dans le monde pour pouvoir avancer dans les problèmes que nous rencontrons tous ensemble. Si on est là, c'est certainement parce qu'on a également certaines situations, des problèmes à résoudre, mais qu'on a également à donner comme compétences. C'est la raison du panel, je pense. Vous dites ou bien créer une association pour cela, ou bien un réseau universitaire. Pas forcément universitaire, pas vraiment universitaire. Développer, par exemple, des magazines. On avait dans le temps Afrique Agriculture qui vendait vraiment. Hervé Antoine, malheureusement, je n'ai plus de ces nouvelles depuis un certain temps. Ça paraît plus apparemment, mais c'était on ne peut plus important. Où on a fait, par exemple, il y a peut-être 3 ou 4 ans, fait un article là-bas qui était valorisation des ressources locales en agriculture africaine. Et si tout le monde s'est partagé partout, n'importe qui peut voir et le capitaliser. Mais il faudrait que ça arrive encore. Merci. Malheureusement, l'ignorance galope dernièrement. Il y a peu de gens qui lisent. Oui, bonjour. Édouard Beau de la société Feed-Access. Alors, je tenais à remercier les organisateurs de cette conférence que je trouve très intéressante et remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Plus qu'une question, j'aurais trop de questions, je crois, à poser à beaucoup de personnes. Ce serait plutôt une invitation à venir nous voir sur notre stand. Notre société a développé un logiciel de formulation gratuit pour mettre à disposition des éleveurs et des petits fabricants d'aliments qui rentrent pleinement dans cette thématique d'optimisation des ressources locales et pour laquelle on a été primé cette année pour l'InnoSpace.
Et donc, voilà, j'ai plutôt Qui une invitation pourrait répondre à venir discuter de ce sujet-là avec nous, qui est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je pense qu'on peut apporter aussi quelques réponses ou quelques dynamiques sur ce sujet. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Désiré Ngalieu. Je suis enseignant à l'Université de Rennes 2 et à l'école d'agriculture de Derval. Alors, j'ai bien écouté les intervenants, les panélistes. Et ma question va s'adresser au professeur Djiké et à monsieur Leni, si j'ai bien noté. Nous avons observé dans la dernière intervention, je crois que c'était le docteur qui est absent, qui évoquait la démographie africaine, la démographie mondiale qui passera en 2050 à plus de 9 milliards et on peut faire des projections d'après la FAO, la Banque mondiale, en 2100 à 11 milliards d'habitants. Et c'est sur ces 11 milliards, l'Afrique va capitaliser 4 milliards d'habitants. Et alors, lorsqu'on essaye de faire le tour en Afrique, on observe que le discours qui est tenu par les institutionnels est tout le temps en déphasage avec la pratique sur l'élevage avicole, l'élevage porcin, et j'en passe. Je vais interroger le professeur Djiké sur le modèle. Alors, ce que j'ai observé, c'est que je ne vois pas le modèle qui est pratiqué, parce que j'ai fait plusieurs pays en Afrique. Je suis aussi consultant en phytothérapie. C'est pour ça que je viendrai avec M. Leni. Il n'y a pas de modèle. Je n'observe pas de modèle. Est-ce que le concept de durabilité est applicable aujourd'hui avec cette démographie galopante? Ça, c'est la première question. Je vais vous dire à peu près ce que j'ai fait comme recherche aussi en mettant en place un modèle, ce qu'on a déjà appelé dans mon ouvrage l'agriculture industrielle raisonnée pour l'Afrique, qui est déjà peut-être accepté par beaucoup de pays. Ça, c'est déjà la première question pour Dr Djiké. Pour M. Leni, travaillant sur la phytothérapie, est-ce que les compléments alimentaires, ce que vous utilisez aujourd'hui, ou aussi le docteur vétérinaire italien, est-ce qu'on ne peut pas substituer aussi en Afrique aujourd'hui? La question est là. Si la substitution de certaines molécules, les capteurs de mycotoxines, par exemple, on ne peut pas utiliser certaines plantes pour les neutraliser en Afrique. Votre copanéliste a évoqué la question de coût. Évidemment, il y a ce problème. Mais j'ai rencontré, il y a 3 ans, ici au SPAS, des Nigérians qui sont venus me voir pour des conseils en phytothérapie. Je leur ai proposé des substituts pour faire pousser la volaille. La plupart, ils étaient 10, tous ont refusé. Ils cherchaient parce qu'on les a envoyés me voir, ils cherchaient les activateurs de croissance qui sont interdits en France. Alors, voilà, la question était, est-ce qu'il y a la possibilité, vous qui fabriquez l'aliment, de les substituer et à quel coût aujourd'hui? Je vous remercie. Je vous remercie pour une réponse assez rapide parce que malheureusement, on est à court de temps. On a tardé au début pour commencer. S'il vous plaît, docteur, professeur. Oui, merci pour la réponse. On n'a pas donné effectivement toutes les caractéristiques de l'Afrique et ce que ça importe, c'est que l'impact qu'on aura avec 4 milliards dans quelques années. Et malheureusement, on a conscience qu'il faille utiliser de manière durable les ressources locales, mais il faudrait déjà, je ne sais pas comment le dire, il faudrait déjà qu'à un certain moment, qu'on soit capable de subvenir à ses propres besoins. Vous comprenez? De subvenir à ses propres besoins. Et puis maintenant, en même temps, on valorise ces ressources, on utilise ces ressources parce qu'on n'a pas de plan, parce qu'on n'a pas de plan B. Et généralement, on n'a pas de réelle stratégie, même si on intègre un certain nombre de plateformes et de consortiums qui permettent de contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction de l'impact de l'homme sur la population. On a des défis. Déjà au niveau de l'aviculture, je vous ai dit, pour revenir très rapidement,
on a 70% du cheptel qui est tenu par les petits ménages. Et ce sont les races locales, qui sont des ressources génétiques maintenant recherchées au niveau à l'étranger. Parce qu'on sait qu'ils sont plus résilients face au changement climatique, plus résilients face à certaines maladies. Mais nous avons un certain nombre de challenges, des maladies. Par exemple, la Newcastle. Nous avons la Newcastle, par exemple, le Gomboro, la maladie de Marek, qui, chaque année, dans ces 70%-là, peuvent décimer dans certaines familles jusqu'à 100% du cheptel. On a des stratégies développées localement qui n'ont pas encore assez d'impact. C'est la raison pour laquelle la collaboration avec vous, phytothérapeutes, qui appliquez en élevage, si vous pouvez contribuer à réduire même seulement de 50% les pertes par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce qu'on rencontre chaque année, ça ne pourra que contribuer à améliorer la production et donc de pouvoir subvenir à nos besoins dans le futur. Mais c'est une problématique générale qu'il faudrait prendre avec toutes les parties. Merci. Monsieur Lenis. Oui, merci pour la question. Moi, je dirais déjà, je suis pas vétérinaire, je suis pas spécialiste de la phytothérapie, mais déjà la prévention, je pense déjà le plus grand rôle, c'est la prévention. Bon, je parle pas de la prévention sanitaire dans les élevages, etc., parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas le sujet du moment. Mais si vous réduisez les taux de protéines des aliments, si vous utilisez des enzymes, vous avez une santé intestinale qui est bien meilleure que de nourrir des poulets ou des pondeuses avec 30-40% de tourteaux de soja. Ça, c'est garanti, ça se voit. Donc déjà, la prévention via la formulation, ça marche. Après, oui, je sais, en Afrique, il y a les facteurs de croissance. Et bon, avec peut-être des résistances antibiotiques qui existent. Mais peut-être que M. Ricous en connaît plus que moi sur la phytothérapie. Je sais que c'est difficile de remplacer les facteurs de croissance. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. On a développé aujourd'hui des technologies pour remplacer ces antibiotiques promoteurs de croissance qu'on n'utilise plus en Europe. À base de plantes, donc vraiment des extraits de plantes, et on trouve des synergies qui font qu'on peut remplacer complètement ces antibiotiques promoteurs de croissance qui sont effectivement un grand risque pour la santé humaine. Là, on parlait de risque pour la santé humaine. C'est un risque, l'antibiorésistance, c'est vraiment une grosse problématique pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc nous, on essaye de pousser ces produits-là, mais souvent on se dit oui, mais c'est facile, j'ai des antibiotiques, c'est plus simple à utiliser. Effectivement, c'est plus simple à utiliser. Le coût est quasiment identique, donc ils veulent pas s'embêter. C'est une question de je veux pas m'embêter. Mais dès que la législation les interdit, généralement, on arrive à faire passer nos produits et arriver à des développements naturels à base de produits naturels. Dernier point, juste pour revenir sur le sanitaire, ce qui est important, et j'ai pas eu le temps d'en parler, mais nous, on fait aussi beaucoup de produits nutritionnels, et là, on a du mal à les placer en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai souci de qualité de l'eau. On parle des ressources, mais la qualité de l'eau est extrêmement importante, et ça, dans tous les systèmes de production. Donc, travailler sur la qualité de l'eau, déjà à la base, est un gros sujet, et ça, c'est un sujet global, qui n'est pas un sujet que nutrition animale, qui est même un sujet santé humaine. J'ai habité assez longtemps en Afrique pour le savoir, et vous le savez encore mieux que moi aujourd'hui, mais la qualité de l'eau, c'est vraiment un sujet aussi qu'on traite assez peu, et qui pourtant est essentiel. Bon, justement, non, je veux continuer avec vous parce que l'importance, enfin, les services qu'une compagnie comme la CCPA peuvent rendre à analyser, à utiliser des laboratoires, offrir votre service de laboratoire. Est-ce que c'est possible ? Nous, notre service, ça fait partie de ce qu'on offre. C'est-à-dire qu'on va aller quelque part, on va aller voir une usine d'aliments. Généralement, on travaille avec les usines d'aliments ou les très gros élevages. Et on va déjà regarder ce qu'eux utilisent. Ce qu'ils utilisent, ensuite, on va les analyser de manière physico-chimique. On va vraiment faire les analyses de laboratoire pour ensuite pouvoir faire une courbe et l'installer dans un NIR et qu'elle soit utilisée en local. Donc, on va vraiment faire des analyses physico-chimiques de ce que vous utilisez. Si demain vous avez du sorgho, on va faire l'analyse du sorgho, mais quand je vous dis les analyses physico-chimiques, si on analyse on va par exemple analyser le soja du Brésil, mais on va faire 4 ou 5 ou 10 analyses sur une récolte. Donc la récolte 2023 de telle période du soja au Brésil, j'ai exactement ces caractéristiques
pour la nutrition animale. Et donc on fera exactement la même chose pour celle que vous utilisez, pour que derrière vous puissiez vous formuler de manière régulière avec vos produits. On est bien ici dans la valorisation de vos ressources locales pour votre performance. Aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens, et on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qu'on appelle des concentrés, qui sont finalement pas très concentrés, qu'on importe en Afrique, dans lequel on va mettre directement du maïs, etc. Et on a juste, c'est simple pour l'éleveur, on ouvre le sac, on le met dans un espace, alors quelquefois c'est simplement un bidon, hein, et puis ensuite on le mélange, on rajoute un peu de protéines, et ça suffit à faire un aliment. Le problème, c'est que toute la ressource, elle est pas mise en local, et on met pas en avant les ressources locales, et économiquement, ça coûte très cher. Ça ne permet même pas de se développer. Je ne veux pas empêcher le déjeuner, mais comme dernière question, vous pouvez poser la vôtre, s'il vous plaît, en vous introduisant. Merci. Moi, c'est M. Chofo, je suis éleveur au Cameroun. Donc, je pense que la dame a un peu posé les questions qui me concernent, mais je profite pour réitérer ma question sur le professeur Diké, parce qu'il y a le professeur de l'université ici, qui est l'université de mon pays. Le véritable problème que nous faisons face et que nous sommes présents ici, c'est la recherche des solutions qui concernent premièrement la rupture des matières premières et le coût élevé d'aliments chaque année qui existe. Donc, quand nous nous offusquons devant tout ça, nous nous disons que nous n'avons pas de chercheurs qui regardent notre problème, qui peuvent apporter des solutions. Mais je suis surpris de voir des solutions ou des produits alternatifs. Donc, ce qui m'a poussé à venir à ce panel qui était l'optimisation des ressources en Afrique francophone. Donc, ici, je ne sais pas, je voulais demander au professeur et sous la supervision du recteur, pourquoi est-ce que chez nous en Afrique, ou au Cameroun en particulier, les chercheurs ne peuvent pas être en contact direct avec les éleveurs sur le terrain, pour que quand il y a une solution, puisque la majorité de ces solutions-là sont naturelles, pas avec des produits chimiques, et qu'on peut commencer à utiliser, puisque nous savons tous la vérité que le système est un peu lent, le système administratif qu'il faut des autorisations, tout ce qui va avec. Puisque certains, les éleveurs utilisent déjà sur le terrain, où il faut seulement les connaissances scientifiques pour améliorer, soit pour la production, être en contact avec les éleveurs qui peuvent avoir des moyens suivants pour faire même avant l'État. Donc direct, puisque si un scientifique m'explique que ce produit est alternatif de telles protéines que vous importez et que je peux utiliser directement, avec ça, on va faire l'expérience sans attendre tout ce qui est administratif, parce que notre contexte africain nous permet d'essayer certains trucs, d'oser faire des choses sans attendre toute la paperasse qui va avec, surtout qu'en ce qui concerne la géopolitique, il y a des choses qui vont à l'encontre de certains intérêts qui peuvent être refusés parce que soit c'est un marché qu'on veut consommer. Donc, c'est où je pose la question avec le recteur, qu'on essaie de nous voir localement. On essaie de voir comment on peut faire pour valoriser ces recherches-là pour notre intérêt aussi. Merci.